4 août 1957. Alors qu'on vient de passer le stade de la mi-course, Juan Manuel Fangio compte 45 secondes de retard sur les leaders de l'épreuve. Il reste alors 11 boucles de l'enfer vert à parcourir. L'Argentin vient de repasser par les stands et plutôt que de ressortir le couteau entre les dents, il maintient l'écart avec les Ferrari alors largement en tête de l'épreuve. Au 16e passage, Hawthorne et Collins comptent même 48 secondes d'avance sur le pilote Maserati. Mais à 6 tours de l'arrivée, Fangio prend tout le monde par surprise et augmente la cadence. En un tour, il revient à 33 secondes, puis 25. Si bien qu'à 2 tours du drapeau à damier et malgré la réaction des Ferrari, Fangio continue sa démonstration et se place dans les échappements de ses rivaux, s'offrant successivement Collins puis Hawthorne pour s'imposer et coiffer sa 5e couronne mondiale. Un record qui tiendra jusqu'au 21 juillet 2002 et le Grand Prix de France remporté par un certain Michael Schumacher. Ce dimanche-là, Schumacher n'entre pas seulement dans l'histoire pour égaler un record qui semblait alors inatteignable, mais également en devenant le pilote titré le plus tôt dans une saison, au terme d'une véritable démonstration stratégique, tout comme son aïeul, 45 ans auparavant. Et des records, celui que l'on surnomme le Baron Rouge va en battre quelques-uns au cours de sa carrière, débutée en 1991, à Spa-Francorchamps, au volant d'une Jordan en remplacement surprise de Bertrand Gachot, empêtré dans des démêlés avec la justice. 7 titres de champion du monde, 77 meilleurs tours, 15 victoires consécutives, 91 succès et 68 pôles, même si pour ces 2 derniers, ces records ont depuis été battus par un autre septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Mais avant de graver son nom sur les tablettes de la Formule 1, le jeune Michael, né le 3 janvier 1969, s'adonne au football, sa première passion, avant de passer au karting sur la piste de Kerpen, piste que dirigera son papa, alors que sa maman, elle, tiendra la cantine. S'il y apprend évidemment les bases du pilotage, il développe aussi un réel intérêt pour la mécanique et passe de nombreuses heures à régler son bolide. Une sensibilité pour la technique qu'il gardera tout au long de sa carrière. Avec le kart naît également une passion pour la Formule 1. Nous sommes alors en 1985 et à l'époque, celui qui attire l'attention du jeune homme est un Brésilien dans une Lotus noir et or qui entamera cette année-là sa moisson de victoires et de pole position, mais cela, ce sera pour un prochain numéro. Pour l'heure, la Formule 1 n'est même pas un rêve pour celui qui ne pense pas aller plus loin que les compétitions de karting, faute d'argent. Mais grâce à de généreux mécènes, il continue l'aventure et remporte les championnats allemands, européens et du monde de karting, avant de faire une rencontre qui aura un impact important sur la suite de sa carrière, en la personne de Willy Weber, qui deviendra son manager en échange d'un volant en Formule 3. C'est ainsi qu'il participe au championnat allemand de Formule 3 avec le team WTS en 1989. Championnat qu'il terminera 2e ex aequo avec un certain Heinz-Harald Frentzen et derrière Karl Wendlinger. Ces 3 jeunes espoirs du sport mécanique ne se quitteront quasiment plus jusqu'à arriver tous les 3 en Formule 1 au début des années 90 avec des trajectoires diverses. Mais avant cela, c'est dans le giron Mercedes et le championnat de voitures de sport que Schumacher et ses camarades de jeu poursuivent leur apprentissage. Associé à Jochen Mass, il se classe 2e lors des épreuves disputées à Dijon, puis au Nürburgring, avant de s'imposer à Mexico lors de la finale du championnat. En parallèle, il reste engagé en Formule 3 et prend le départ également de quelques manches de DTM, le championnat de tourisme allemand. Pour 1991, Mercedes redistribue un peu les cartes en associant Schumacher avec Wendlinger, tandis que Jochen Mass, lui, fera équipe avec Jean-Louis Schlesser. Sportivement parlant, cette saison est surtout émaillée par les problèmes mécaniques, comme aux 24 heures du Mans, où le duo aurait pu s'imposer s'il n'avait pas autant malmené son bolide.
Mais 1991 marque surtout l'arrivée du jeune Schumacher en Formule 1 lors de l'épreuve belge disputée sur le toboggan spadois. Et si le paddock regarde ce nouveau venu d'un œil curieux, il va rapidement impressionner au volant de la belle Jordan 191, au point de se faire débaucher dès la course suivante par Flavio Briatore, manager de l'écurie Benetton, avec laquelle il remportera son premier succès en F1 un an plus tard, sous la pluie, sur ce même tracé de Spa-Francorchamps. Il montera à nouveau sur la pelote marche du podium l'année suivante, mais cette fois au Portugal, avant de prendre une autre dimension en 1994. Et l'affiche de cette saison est particulièrement alléchante avec un Schumacher dont la Benetton B194 a fait forte impression durant l'hiver, face à Ayrton Senna, qui a signé son transfert chez Williams, l'équipe qui a dominé la Formule 1 lors des 2 saisons précédentes avec Nigel Mansell et Alain Prost. Si l'Allemand s'impose lors des 2 premières manches, c'est bien Ayrton Senna qui signe à chaque fois la pole position, renforçant l'impression que le duel entre ces deux-là risque bien d'être titanesque. Mais pour le triple champion du monde, les dés sont pipés, il ne fait en effet aucun doute que la B194 utilise un système d'anti-patinage, pourtant désormais interdit par le règlement. Et si cette allégation ne sera jamais prouvée, la saison du futur champion du monde ne sera malgré tout pas de tout repos. Disqualifié à Silverstone pour avoir ignoré un stop and go suite à dépassement sur hill lors du tour de formation et pour ne pas avoir respecté un drapeau noir, il sera également banni des manches de Monza et d'Estoril, avant une nouvelle sanction à Spa-Francorchamps pour fond plat non conforme. 4-0 pointés et 4 victoires pour son nouveau rival, Damon Hill, propulsé numéro 1 de Williams après le tragique accident de Senna à Imola. Le titre se joue donc lors de la dernière épreuve du championnat à Adélaïde. L'Allemand n'a qu'un tout petit point d'avance sur le Britannique. Auteur du meilleur départ, Schumacher mène l'épreuve, et à mi-course il possède un petit avantage sur son poursuivant. Mais au 36e tour, Schumi commet une erreur au virage East Terrace et touche le muret, endommageant sa monoplace. That looks Schumacher's off. Schumacher's lost time. Yeah. Hill goes by. Oh, out goes Schumacher. The German is out of the Australian Grand Prix and Damon Hill only has to keep going. Alors que la Williams de son rival passe devant ses roues, il ferme la porte au dernier moment, l'accrochage est alors inévitable. Damon Hill essaye tant bien que mal de rejoindre son stand, mais une fois dans son box, l'équipe se rend compte que sa suspension est trop endommagée, c'est l'abandon, et Michael Schumacher est champion du monde. It was a very great battle between me and Damon, but nevertheless the feeling about the championship, winning the championship, it's a dream. L'année suivante, Benetton troque son moteur Ford pour le Renault. Équipé du meilleur moteur dans la meilleure monoplace, Schumacher survole le championnat. Il remporte en effet 9 victoires, égalant ainsi le record de l'époque de Nigel Mansell établi en 1992, et devient le 3e pilote de l'histoire à dépasser les 100 points sur une saison. Parmi les 9 succès remportés cette année-là, celui de Spa est probablement l'un des plus beaux. La pluie s'abat sur le toboggan des Ardennes tout au long du week-end. Les conditions climatiques difficiles donnent lieu à une grille de départ pour le moins atypique. Les Ferrari de Berger et Alesi sont en première ligne, tandis que Damon Hill occupe la 8e place et que Schumacher, lui, doit se contenter de la 16e position. Le dimanche, les monoplaces s'élancent sur une piste sèche. Michael Schumacher prend un bon départ et remonte ses adversaires 1 à 1. Après 6 tours, il est déjà en 5e position. Mais le retour de la pluie redistribue à nouveau les cartes, il ravitaille pour chausser des pneus sculptés, tandis que Schumacher lui fait le pari de rester en piste avec ses slicks. Dans ces conditions de piste précaires, l'Anglais revient en quelques secondes dans les échappements de la Benetton. Mais l'Allemand résiste pendant plusieurs tours et conserve sa position. Ce n'est qu'après un tout droit de son adversaire que la Williams reprend les commandes de l'épreuve, mais pas pour longtemps. En effet, le circuit s'assèche, Damon Hill doit donc repasser par la voie des stands pour remettre des gommes pour piste sèche,
mais dépasse la limitation de vitesse, ce qui lui vaut une pénalité qui met un terme à ses chances de victoire. Schumacher remporte donc la course après s'être élancé de la 8e ligne et accroît son avance au championnat. À la fin de la saison, le pilote allemand est courtisé par les plus grands teams du plateau. On parle de McLaren, de Williams, mais c'est bien chez Ferrari que Schumacher décide de signer pour la saison 1996. La Scuderia à l'époque est en petite forme et l'Allemand compte bien relever le défi de ramener les titres à Maranello. 1979, la mythique écurie italienne n'a plus remporté de titre pilote depuis 1979 et le sacre de Jody Scheckter. Côté constructeur, ce n'est guère mieux puisque le dernier titre remonte à 1983. Depuis, la Rossane a toujours terminé dans le top 4 du championnat mais sans jamais parvenir à ajouter un nouveau trophée à sa collection. Même des pilotes du calibre de Prost ou de Mansell, qui étaient d'ailleurs associés en 1990, se casseront les dents sur ce challenge. Nouveau duo de pilotes, Eddie Irvine épaulant Schumacher dans la deuxième voiture, nouveau moteur, l'antique V12 cédant la place au V10, devenu la norme sur la grille, et nouvelle boîte constituent les principales nouveautés d'une saison 96 qui s'annonce comme de transition pour les hommes de Jean Todt. Et le bilan est plutôt positif en fin de saison, avec une 3e place pour Schumacher, certes à bonne distance de l'intouchable duo de chez Williams mené par Damon Hill, mais avec 3 victoires dont une décrochée sous le déluge de Barcelone, avec 45 secondes d'avance sur son dauphin, Jean Alesi, passé de Ferrari à Benetton, et qui constitue sans aucun doute une des plus belles victoires de celui qui allait bientôt être surnommé le Baron Rouge. Schumi gagnera encore à Spa, son jardin, et à Monza, de quoi combler les tifosi assoiffés de succès, le tout au volant d'une monoplace que Lauda n'aurait pas hésité à qualifier de désastre. En 1997, Ferrari ajoute les dernières pièces maîtresses à sa Dream Team. Ross Brown et Rory Byrne, qui avaient côtoyé Schumacher chez Benetton, arrivent en effet à Maranello. Et la marche en avant, elle, se poursuit avec 5 victoires et une lutte avec Jacques Villeneuve jusqu'au dernier Grand Prix de la saison, à Jerez, où Schumacher tente de reproduire le coup de volant de 1994 face à Hill, mais cette fois, il est le seul au tapis. Villeneuve continue sa route vers le titre, tandis que l'Allemand, lui, sera purement et simplement exclu du championnat pour manœuvre antisportive. Ces deux incidents ne sont pas sans rappeler celui du Grand Prix de Macao quelques années plus tôt face à Mika Häkkinen. Et si on vous parle du Finlandais, eh bien c'est parce qu'il sera le grand rival du pilote Ferrari lors des 3 saisons suivantes, sans doute l'adversaire qu'il respectera le plus. En 1998, la F300 est en difficulté, à cause de gommes Goodyear moins performantes que les Bridgestone qui équipent sa cousine anglaise. Le manufacturier américain s'est moins bien adapté à la nouvelle réglementation des pneus rainurés, mais parvient à redresser la barre à mi-saison et le titre se joue donc lors du dernier round à Suzuka, au Japon. Confortablement installé en pole position, Schumacher est idéalement placé pour enfin rapporter ce trophée à Maranello. Mais dimanche tout ira de travers, il cale sur la grille et doit s'élancer bon dernier, un scénario que la Scuderia n'avait pas anticipé malgré une préparation particulièrement minutieuse afin de mettre toutes les chances de son côté. C'est finalement le déchappement d'un de ses pneumatiques qui sonnera définitivement le glas de ses espoirs de titre mondial. Mais qu'à cela ne tienne, Schumacher se tourne rapidement vers 1999 avec une motivation décuplée. Et il a raison d'y croire, puisqu'en arrivant à Silverstone, théâtre de la 8e manche du championnat, il ne compte que 8 petits points de retard sur Mika Häkkinen. Si la manche anglaise marque la moitié de la saison, ce sera également un tournant important du championnat. Schumacher s'élance en 2e position, juste derrière Häkkinen. À l'extinction des feux, il se fait passer par son équipier qu'il tente de repasser quelques virages plus tard, mais une défaillance mécanique le fait tirer tout droit à Stowe. La Ferrari va s'encastrer dans le mur de pneumatiques. The race is being stopped as it was last year, but for very... That's Schumacher, isn't it? I think that's Schumacher not realising that
He's probably, I suspect, somebody slowed down under Reds and Michael's come across him at a great rate of knots. Has he hurt his legs? I don't think he should have done. He's hit those tyres, although at quite a rate of Verdict, fracture tibia péroné de la jambe droite. L'Allemand sera absent 3 mois, laissant les chances de titre mondial entre les mains d'Eddie Irvine, qui fera illusion face à un Mika Häkkinen démobilisé, même s'il remportera son 2e titre à Suzuka. En lot de consolation, Ferrari retrouve le titre constructeur qui lui échappait depuis 15 ans. Avec 3 victoires lors des 3 premiers rendez-vous de l'année suivante, Ferrari semble enfin tirer les bonnes cartes pendant que McLaren, elle, se prend les pieds dans le tapis. Mais durant l'été, la tendance s'inverse, double abandon pour Schumacher en Autriche et en Allemagne, tandis qu'Häkkinen, lui, engrange. Le sommet de ce duel aura lieu le 27 août en Belgique, où les deux hommes gratifient le public d'un superbe mano à mano qui se conclut par un dépassement d'anthologie au bout de la ligne droite de Kemmel, avec Ricardo Zonta en spectateur privilégié au volant de sa BAR. Avec cette victoire, Häkkinen possède alors 6 unités d'avance au moment d'aborder Monza, qui sera un autre moment fort de cette saison 2000, puisque Schumacher y signera son 41e succès en carrière, égalant ainsi, non sans émotion, celui qu'il regardait courir alors que la F1 n'était encore qu'un rêve lointain, Ayrton Senna. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Et après être passé tout près du but lors des saisons 1997 et 1998, Schumacher s'impose enfin au terme de la saison 2000, signant le début d'une période de domination qui marquera la Formule 1 et le fera définitivement entrer dans l'histoire de la discipline. De cette période, les saisons 2002 et 2004 sont sans doute les plus impressionnantes, avec 11 victoires et une couronne coiffée à Manicourt en 2002, alors qu'il reste encore 6 courses à disputer, rendant d'autant plus ridicule la consigne d'équipe donnée à Barrichello en Autriche, provoquant les huées du public présent sur place. Let Michael pass for the championship to Verstappen. En 2004, Schumacher s'impose 13 fois, dont 12 sur les 13 premières manches du championnat. Il s'offre alors une 7e et dernière couronne mondiale, record égalé, mais pas encore battu à ce jour. À l'image de 2003, qu'il remporte pour 3 petits points face à la McLaren de Raikkonen, la saison 2005 est plus compliquée. Michelin a pris l'avantage sur Bridgestone et en performance pure, le duo McLaren-Raikkonen est impressionnant. Mais c'est bien Alonso sur Renault, tout aussi rapide mais plus régulière, qui tire les marrons du feu, mettant ainsi fin au règne de Schumacher qui tentera bien la passe de 8 l'année suivante, mais devra une fois encore abdiquer en toute fin de saison, mettant un terme à sa carrière sur une superbe remontée au Brésil. Durant sa période de domination, la fameuse Dream Team italienne aura redéfini le niveau d'exigence nécessaire pour s'imposer au plus haut niveau du sport automobile. Misant sur une symbiose totale avec ses gommes japonaises, quasiment faites sur mesure, un pilote numéro 1 véritable métronome et une équipe dans les stands passés maîtres dans la gestion des courses. La page semble définitivement se tourner, d'autant qu'en 2007, Ferrari redevient numéro 1 avec Kimi Räikkönen et qu'en 2008, Felipe Massa passe à 3 virages du titre, à moins que ce ne soit à cause d'un accident provoqué à Singapour. C'est honteux! Mais le 25 juillet 2009, Massa est victime d'un gros accident lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie et sera absent jusqu'à la fin du championnat. Ferrari se met alors en recherche d'un remplaçant et c'est presque logiquement que Michael Schumacher est annoncé avec insistance. Le septuple champion du monde effectue des essais au volant d'une GP2 puis d'une Ferrari de 2007, mais les séquelles d'un accident de moto plus tôt dans l'année le feront renoncer. Malgré tout, l'envie, elle, est bien revenue et lorsque son vieil ami Ross Brown l'appelle pour le retour de Mercedes au plus haut niveau de la compétition, l'Allemand ne peut tout simplement pas refuser cette opportunité de boucler la boucle, la marque à l'étoile ayant été partie prenante dans son arrivée en Formule 1. Un retour en gris qui semble bien terne en comparaison de sa première carrière et surtout de ses années passées en rouge.
Mais tout n'est pas forcément à jeter, il aurait par exemple sans doute pu jouer la gagne face à son équipier en Chine en 2012, ou encore gagner à Monaco la même année, s'il n'avait pas été privé de la pole position pour une pénalité reçue lors de l'épreuve précédente en Espagne. Outre cette pole symbolique au pied du rocher, lieu de sa première pole position d'ailleurs en 1994, une autre image va marquer cette saison 2012. Sa troisième place au Grand Prix d'Europe aux côtés de Kimi Raikkonen et de Fernando Alonso. Celui qui l'avait fait descendre de son piédestal et celui qui lui avait succédé chez Ferrari. Et puis, nul doute que sa rigueur et son professionnalisme ont participé à poser les jalons des succès engrangés plus tard par Nico Rosberg et Lewis Hamilton, qui le rejoindra au panthéon de la Formule 1 avec 7 titres mondiaux. Toujours est-il que le 25 novembre 2012, sur le circuit d'Interlagos au Brésil, Michael Schumacher prend le départ de son tout dernier Grand Prix de Formule 1, raccrochant, pour de bon cette fois, son casque après une carrière bien remplie, établissant des records que l'on pensait alors inaccessibles. Guys, I'm on the way to the grid. I would like to use the opportunity to say thank you to all the boys, all the mechanics, engineers, people I have been working with. I would like to say as well thank you to all the people that have been following us around the world and watching us on television, staying on track, sharing all the emotions and all the good times that we have had together. I just want to say thank you for being with us and sharing my particular passion for so long.